Jean de Kervasdoué, vous comprenez, là, parce que vous êtes économiste aussi, à quel point ça peut inquiéter les Français quand on voit que Peugeot n'est valorisé que 4 milliards alors que ça emploie, Peugeot Citroën, c'est 200 000 employés, et WhatsApp, c'est 19 milliards, 55 employés. C'est-à-dire que s'il n'y avait que des entreprises Internet florissantes en France, ce serait un carnage. Non, non, mais je crois qu'on a raison d'être inquiet, mais un tout petit peu d'histoire. En 1800, 67% de la population active française était agricultrice. Aujourd'hui, c'est 3%. Donc, si on avait dit, écoutez, c'est dramatique. Et on est mieux nourris, d'ailleurs. Et on est mieux nourris. Donc on a, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une étude américaine qui vient de sortir qui montre qu'avec les connaissances que l'on a, 45% des emplois américains pourraient aujourd'hui être remplacés par des robots. Donc, on est à une rupture de famille de technologies. Alors, on va citer Schumpeter, qui est l'économiste qui a parlé de ça avec le terme de destruction créatrice. Le gros problème, c'est que la France, dans ce domaine, s'est barrée des industries du futur. Donc malheureusement, nous ne sommes pas très très bons en électronique, d'autres en parleront mieux que moi, mais dans le domaine des biotechnologies et de l'agriculture, et notamment des OGM, nous avions, et nous avons encore une balance exportatrice positive en France, mais simplement, comme on s'interdit de faire ça en France, les entreprises françaises font ça à l'étranger. Donc vous voyez que tout le système actuel de peur, d'organisation de la peur, quand on parle des OGM, quand on parle du moteur diesel, qui par ailleurs ne tue pas 42 000 personnes, comme l'a dit nos deux ministres, Mme Batteau et Mme Duflot, parce que c'est la première cause de mortalité en France, c'est le cancer du poumon, c'est 25 000, donc, et c'est le tabac, ça n'a rien à voir avec le diesel. Donc tout ça, c'est pas raisonnable. Donc vous voyez que notre peur du progrès va conduire à ce que cette prophétie autoréalisatrice se produise, et donc on a besoin, on change d'industrie, on a besoin que le gouvernement accompagne ce changement d'industrie, et c'est sûrement pas en niant le progrès qu'on y arrivera. François Jarige nous a rejoint, vous êtes historien, vous enseignez à l'Université de Bourgogne. Vous venez de publier Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences. La crainte du progrès technique, destructeur d'emplois, ça date pas d'hier. Non, ça date pas d'hier. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans l'émission, mais je crois que c'est très important de dire que le progrès, c'est une idée très récente, très idéologique, qui s'enracine au milieu du 19e siècle, comme ça a déjà été dit, et qui disparaît dans la deuxième moitié du 19e siècle. Pour moi, le fait que le progrès, comme idée générale dans laquelle on puisse investir nos espoirs pour le futur, soit morte, c'est un progrès. Ça permet d'ouvrir l'avenir vers plus de possibles, vers plus de diversité de solutions, vers plus d'alternatives, parce que le problème de l'idéologie de progrès qui est née au milieu du 19e siècle, c'est qu'elle enfermait l'avenir. Elle bloquait toutes les alternatives en nous rattachant uniquement à une vision comme ça très idéologique. Alors sur la question ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que tout se met en place en même temps au milieu du 19e siècle. Que ça soit l'idéologie du progrès, le scientisme, le progrès, avant ça voulait rien dire. Le progrès, c'était un terme neutre qui désignait un changement. La définition du progrès comme quelque chose de positif, et l'identification du progrès à la technique et à la science, c'est milieu du 19e siècle à peu près, évidemment. Et c'est également au même moment que l'économie politique commence à s'inventer, ou s'invente, et formule une série de théories pour justifier le fait qu'il ne faut pas s'inquiéter de la disparition des emplois. Parce que ce débat sur le chômage technologique, c'est un débat très ancien depuis le début du 19e siècle. Moi, je suis un spécialiste du 19e siècle, je travaille sur les ouvriers. Moi, je m'intéresse au point de vue des acteurs qu'on oublie toujours dans les débats, c'est-à-dire les ouvriers, les classes populaires, ceux qu'on considère comme des espèces de gens qu'on met de côté, qui n'ont pas compris le sens de l'histoire. Ils sont stupides, ils ont peur, donc on pathologise en plus leur position, alors qu'en général, c'est les meilleurs experts de leur travail et c'est les meilleurs experts de leur activité. Et donc, en effet, ce débat sur le progrès et le chômage, on le retrouve chez Ricardo et Jean-Baptiste Say autour de 1819-1820. Ricardo, le grand économiste anglais, en 1819, dans son traité d'économie politique, disait déjà, en fait, les ouvriers ont raison de s'inquiéter du changement technique, parce qu'effectivement, le changement technique crée du chômage. Alors là, Jean-Baptiste Say va répondre, mais il y a la théorie du déversement, qui est la théorie avant la théorie de la destruction créatrice de Schumpeter, c'est la théorie d'avant, c'est la théorie du déversement. S'il y a des activités qui disparaissent dans un secteur, c'est pas grave, la main-d'œuvre sera reversée dans un autre secteur. Sauf que ce reversement, ça s'accompagne d'un certain nombre de souffrances, de difficultés, de problèmes structurels, etc. Évidemment, les acteurs d'en bas, les ouvriers, les classes populaires, eux, ils ont du mal à s'adapter, et ça peut se comprendre. Et il faut essayer de comprendre
comprendre aussi leur point de vue. Et là, moi, je trouve que, vous avez dit qu'on avait une sorte de vision très idéale du passé. Moi, je trouve que, au contraire, c'est une vision très misérabiliste du passé qui a été présentée. Cette espèce de vision de Paris comme une ville remplie de smog. Déjà, qu'est-ce que le smog, sinon le résultat de l'industrialisation? Cette ville remplie de chevaux qui puaient, il y a des historiens qui ont travaillé sur les animaux en ville, qui ont montré qu'il y avait une harmonie qui pouvait s'établir, qui n'était pas aussi catastrophique que celle que vous avez pu dépeindre. Non, si ce n'est qu'à Paris, en 1850, naissaient 56 000 enfants, 28 000 étaient abandonnés, 28 000 et 80% mouraient dans l'année. Donc c'est quand même moins bien qu'aujourd'hui. Si je peux permettre. L'argument, et là on s'enferme toujours dans ce débat, qui est quand même le débat central aujourd'hui, on s'enferme toujours dans un débat, c'est on continue comme on fait aujourd'hui ou on revient au passé. Mais c'est jamais ça l'alternative. On ne va jamais revenir dans le passé. La solution, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Et la solution, c'est est-ce qu'on continue ce qu'on fait et ce qu'on a fait dans le passé ou est-ce qu'on cherche des solutions alternatives, des voies alternatives, d'autres trajectoires. Et est-ce que ces autres trajectoires passent par la poursuite, l'intensification des solutions qui ont été adoptées dans le passé et qui ont conduit manifestement à des problèmes socio-structurels aujourd'hui, à des problèmes environnementaux structurels, à des problèmes culturels aussi, on pourrait y revenir. Bon. Donc c'est ça. Donc arrêtons de prendre le passé comme une sorte de référence qui fait peur pour dire on va pas revenir au Moyen-Âge. C'est vraiment l'argument, je trouve, qui ne peut pas tenir. L'idée, c'est jamais de revenir au passé. On ne peut pas revenir au passé de toute façon. L'idée, c'est d'aller quelque part et d'essayer de trouver le moyen d'aller quelque part. Alexandre Delegue. Alors, on va faire un petit exercice. On va supposer qu'on invente des robots qui sont capables de faire absolument tous les emplois qu'on est susceptible de faire, y compris fabriquer d'autres robots. Qu'est-ce qui se passe si on a cette possibilité? Le prix du travail passe à 0. Donc, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus personne qui a un travail à faire. Les robots font tout. Qu'est-ce qui détermine le prix des choses? Le prix des choses, d'abord, s'effondre, parce que la part travail diminue là-dedans. Qu'est-ce qui détermine le prix des choses? C'est le prix des ressources naturelles qui sont dedans. Qui gagne? Les gens qui ont du capital pour acheter des robots et qui sont propriétaires terriens. Tout le reste crève la faim. Ce n'est pas une perspective très idyllique. Maintenant, attendez, peut-être qu'on peut les nourrir gratuitement, vu que ça ne coûte rien. On va changer un petit peu le... Non, ça coûte les matières premières. Maintenant, on va changer un petit peu. On va dire, les robots peuvent tout faire, sauf la cuisine. Dans ce cas-là, tous les gens qui n'ont ni capital ni terre sont obligés d'aller faire la cuisine. Donc le prix des cuisiniers est vraiment très bas. Sauf pour quelques-uns qui sont des grands chefs qui vont pouvoir cuisiner pour les gens très riches qui ont beaucoup de robots. Voilà, c'est un petit exercice intellectuel qui nous dit que le progrès technologique, l'avancée technologique peut générer des formes de société qui posent des vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et qui font peur. Et alors, la question, c'est est-ce que c'est pertinent? Ce qu'on peut noter quand même, alors que M. de Kervazo a dit à juste titre qu'il y a de plus en plus d'activités qui pourraient être automatisées. Il y en a de plus en plus. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir probablement des changements institutionnels avec l'évolution technologique qui vont devoir aller de pair parce que, en elle-même, l'évolution qu'on rencontre aujourd'hui, si elle va toute seule, je vais encore donner un exemple avec les chevaux, mais le cheval a quasiment disparu comme travailleur. Pourquoi? Parce qu'il pouvait toujours effectivement avoir quelque chose, mais pour l'essentiel d'entre eux, le prix qu'on était prêt à payer pour une heure de travail de cheval était inférieur à ce que ça coûtait de le nourrir. Donc les chevaux ont de fait, en à peu près un siècle, disparu. Quand même le tracteur est plus pratique aussi. Est-ce que ça pourrait nous arriver? Oui, il a été remplacé par une machine. Est-ce que ça pourrait arriver à une très grande partie de l'espèce humaine des travailleurs? C'est pas quelque chose qu'on peut balayer en disant auparavant ça s'est bien passé. C'est vrai que ça s'est bien passé avec la révolution industrielle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si jamais on arrive à tout remplacer? On peut remplacer aujourd'hui des journalistes. Il y a des logiciels qui font des articles de journaux en prenant des bouts de dépêche d'agence et on a du mal à faire la différence. On arrive à remplacer les conducteurs avec les voitures qui peuvent rouler toutes seules. La quantité de ce qui est susceptible d'être automatisé est extrêmement importante. 45%. Et dans ces conditions, ça veut dire qu'il va peut-être falloir exproprier les gens qui ont du capital. Il va peut-être falloir redistribuer autoritairement le capital pour que tout le monde puisse avoir une partie de ce revenu du capital. Ce sont des questions, là, qui sont extrêmement importantes. Despot. Vous me rappelez cette prophétie de Philip K. Dick, visionnaire, à mon avis, qui disait qu'un jour, nous allons nous croiser avec les robots. À mesure qu'ils s'humanisent, nous allons nous robotiser. Et c'est un peu ce que... je veux dire, le climat autour de ce débat me donne cette impression que nous sommes en train de nous technologiser intérieurement, de nous robotiser intérieurement à mesure que nous évoquons ces perspectives. Je veux dire, c'est quand même pas au moyen de dire quelles sont nos fins. C'est nous
qui devons fixer les fins et ensuite nous donner les moyens. Si les moyens prennent le pas sur les fins, c'est que nous sommes les esclaves des moyens. C'est d'une Et c'est ce qui arrive en ce moment, évidemment d'après vous ? Mais évidemment. Regardez, vous avez pris l'exemple des sociétés qu'on rachète 19 milliards quand elles ont 50 employés et 0 $ de chiffre d'affaires. J'aurais tendance à dire que l'argent qui rachète les sociétés aussi productives vaut autant que les sociétés. Donc l'argent lui-même devient quelque chose de totalement abstrait et non plus une monnaie d'échange lorsque ces entités abstraites sont autant valorisées. Mais pourquoi elles sont autant valorisées ? Parce que ce sont, WhatsApp et autres, ce sont des outils de contrôle et de conditionnement absolument prodigieux. Oui, on achète les abonnés, en fait. On achète les abonnés, on achète des comportements, on achète des dépendances, on achète toute une part de la vie humaine qui devrait être définie par autre chose que par des moyens, qui devraient être définis par la sociabilité, par l'éthique, par la morale, par l'amour, par la haine, par les sentiments. Là, ce sont des réflexes pavloviens qu'on est en train d'acheter pour des milliards. Emmanuel Leroy-Ladurie. Oui, mais enfin, on fera des robots qui feront tout à la perfection, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de donner ce que nous avons, une conscience aux robots. Et ça, c'est tout de même la limite fondamentale. Agnès Sinaï. Oui, parce que dans ce monde de machines, on perd tout sentiment de la nature, on perd toute forme d'expérience immédiate. Et c'est ça le risque, c'est cette coupure, et cette coupure y compris de la conscience. Et donc on se départit de tout sens des limites, de tout sens du sacré finalement, et on devient des êtres productivistes, fascinés par des créatures mécaniques qui n'existeront jamais de toute façon, parce qu'au bout du compte... Vous parlez des robots, là ? Les robots sont des clichés de science-fiction déjà un peu éculés, parce que c'est pas ça le futur, personne ne peut dire ce que ce sera. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les conditions, ce ne seront pas les robots qui les dicteront, ce seront les forces de la nature, Gaïa. La terre-mère. Ce débat sur le progrès conduit à contribuer à la machine à faire peur. On oublie que le progrès nous a libérés. C'est-à-dire qu'autrefois, la plupart des hommes travaillaient tous les jours du matin au soir, 60-70 heures. On a réglementé le travail des enfants à l'âge de 8 ans. Donc on interdisait que les enfants travaillent, c'est seulement après les travaux de Villermé au milieu du 19e siècle. Donc si vous voulez, ces machines et éventuellement ces robots peuvent nous permettre de nous libérer. Nous avons tous la chance de pouvoir voir nos enfants et nos petits-enfants. Aujourd'hui, la mortalité au moment de la naissance, elle ne fait que diminuer. Donc cessons de craindre, même s'il est assez évident qu'en ce moment où on change de système technique, il faut que l'État accompagne ces changements et que pour l'instant, en France, on a plutôt résisté à ce changement qu'on y a contribué. Geneviève Ferron. Simplement, je vois apparaître la notion, on parlait de main-d'œuvre, maintenant on parle de tête d'œuvre. C'est-à-dire qu'on peut considérer, mais ces jeunes techniciens, ingénieurs qui arrivent sur le marché du travail, enfin pour les plus qualifiés, mais qui vont être des bons soldats de l'âge numérique, donc ils vont s'engager dans cette aventure. Mais c'est vrai que où est la créativité ? Où est la créativité dans cet exercice qui va être finalement de rechercher des algorithmes, d'être dans le design de l'information, dans la puissance de calcul, dans la puissance de calcul, c'est la puissance de calcul. Et le big data, comme on dit. Et donc moi je vois se lever une armée vraiment de têtes d'œuvre. Donc je me dis, est-ce que derrière on sera capable finalement d'échapper à cette fascination de l'intelligence artificielle. Alors je ne parle pas des robots parce que peut-être qu'il y aura une forme d'hybridation et de fait, ça commence déjà. On a une capacité de s'augmenter, d'ailleurs, à des fins d'ailleurs de réduire un handicap, contrer une maladie. Qui n'a pas envie d'améliorer son état physique ? Mais ce qui est en train d'apparaître sont vraiment des manipulations autour d'algorithmes de plus en plus puissants. Mais je reviens sur l'image du début de l'émission, c'est pourquoi faire quand même. C'est pourquoi faire, parce qu'à un moment donné, est-ce que finalement le vrai progrès, c'est pas de faire mieux avec moi, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire à ciel ouvert qui est la nature, qui nous donne des leçons d'humilité tous les jours, parce qu'on ne sait toujours pas comment reproduire la photosynthèse, je le dis entre parenthèses, et on essaie d'imaginer des machines super puissantes, mais simplement qu'aller vers une technologie qui serait dans la capacité de nous rendre plus légers
enfin au sens, le mot léger a plusieurs sens, hein. Donc, plus léger dans l'utilisation des ressources que l'on fait, plus léger aussi peut-être culturellement, être plus intelligent. Moi je dis simplement qu'aujourd'hui la question est de savoir est-ce qu'on a envie d'aller vers plus de frugalité, plus d'intelligence, plus de légèreté, plus de solidarité, ou alors on continue d'être dans une vision très quantitative du progrès, c'est-à-dire un peu celui de la démesure, et finalement ce qu'on sera incapable de faire, c'est probablement de réinventer à l'intérieur de nos limites une civilisation qui serait fondée sur le mieux. Pardonnez-moi, mais la question n'a pas l'air de se poser comme ça pour la plupart des gens. Non. Ils ont l'impression qu'au contraire, c'est plus de chômage, moins d'argent, un environnement de plus en plus dégradé. Des classes moyennes qui vont péricliter. Leurs enfants qui auront moins de moyens, éventuellement moins de bonheur que leurs parents, alors qu'on leur avait toujours promis que ce serait l'inverse. C'est plus ça la crainte que de savoir si on va choisir plus d'intelligence ou plus de légèreté. Probablement qu'on est à la croisée des chemins. Parce que si on continue dans cette voie d'accroissement technologique, il y aura des décrochages monstrueux. Et la fracture numérique, il y aura pour certains l'abêtissement programmé parce qu'on n'aura pas accès à toutes les technologies, on ne pourra même pas les maîtriser. Et puis ceux qui pourront embarquer vers un âge d'or, qui pourront bénéficier de nouvelles technologies, ça ira très bien pour eux. Ils s'alimenteront bien. Au passage, il y a quand même beaucoup plus d'obésité qu'il y en avait, entre mourir de faim et mal manger, je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Donc moi je vois une sorte de spéciation là dans l'espèce. Avec plus d'inégalités, c'est aussi, ça fait partie des craintes. On va aborder la question de est-ce que c'est bon pour la tête justement, mais finissons-en d'abord avec la question de l'emploi et de Rémi Brague. Justement, je voudrais peut-être jeter un pont vers la tête, si je puis dire, avec la notion de liberté. J'ai beaucoup apprécié ce que M. de Kervasdoué a dit sur la manière dont la technique nous rend libres. Alors je me demande, qu'est-ce que l'on entend par cet adjectif libre? Alors bien entendu, d'abord, le temps libre. Effectivement, on n'est pas obligé de se crever le chose, mettons, à faire la vaisselle, puisque je pense ça en tant qu'homme, n'est-ce pas? Aller chasser pour aller en tant chasser. que mari, n'est-ce pas? Pour labourer son champ. Mais attention, il y a également la chute libre. La chute libre, qui est cette situation dans laquelle la pierre qui tombe, ou le parachutiste, avant qu'il n'ouvre son parachute, est complètement esclave de la force de gravité. Bon. Et puis il y a aussi, alors c'est l'image sur laquelle je voudrais terminer, celle du taxi libre. Qu'est-ce que c'est qu'un taxi libre? Un taxi libre, c'est un taxi qui est vide, qui ne va nulle part, et qui peut être pris d'assaut, si je peux dire, par n'importe qui lui donnera la direction qu'il voudra. Alors c'est le problème devant lequel nous sommes. Nous sommes en possession d'une sorte de Lamborghini super spéciale, etc. Nous ne savons pas où aller. Nous pouvons y aller très vite, nous pouvons y aller très confortablement, nous ne savons pas où aller. Et de ce point de vue-là, j'ai été intéressé par ce qu'a dit notre ami Jarige, historien, sur la disparition de l'idée du progrès, si j'ai bien compris, vers le milieu du XXe siècle. Je me demande si c'est vraiment le cas, si nous n'avons pas remplacé la recherche de la direction où aller par l'idée d'aller quelque part. Alors nous ne croyons peut-être pas aussi dur comme fer au progrès que ce qui ne fut un temps, mais l'adjectif progressiste reste laudatif. Et le réactionnaire, le crétin qui marche à l'envers sur le tapis roulant, donc qui n'avance pas, c'est la pire des insultes que l'on puisse faire. Je l'ai entendu sur ce plateau, n'est-ce pas? Enfin, un réactionnaire. Très souvent. Très souvent. Bon, alors, nous ne croyons plus au progrès, nous croyons encore au progressisme, si je puis dire. Mais bien sûr, c'était presque une boutade par rapport à ces discours ambiants selon lesquels les Français auraient peur du progrès. Moi, c'est vrai que j'arrive pas à comprendre quand on dit ça. Déjà, je ne crois pas que les Français aient plus peur du progrès que d'autres. Il y
Il y a des sondages qui disent ça, mais j'ai l'impression que c'est surtout une manière pour dire aux Français, allez-y, mettez-vous bien dans le progrès. Bon. Donc le progrès, ça ne veut rien dire. Depuis 1945, il y a un certain nombre de... Les sociologues parlent de réflexivité accrue depuis les années 60-70. C'est-à-dire qu'on aurait pris conscience des effets pervers du progrès. Ulrich Beck, qui dit qu'on est devenu réflexif depuis les années 70-80, depuis Tchernobyl et un certain nombre d'autres catastrophes technologiques. En fait, c'est faux. On a toujours été réflexif. Et ça, l'histoire le montre très bien. Depuis le début du XIXe siècle, il y a toujours eu des gens qui ont contesté les trajectoires et ils ont toujours été marginalisés, toujours marginalisés comme des peureux, comme des pleutres ou comme des ignorants. C'est les deux stratégies de marginalisation des gens qui contestent les trajectoires dominantes. Ils sont soit peurs, soit ils sont stupides. Bon, en général, je trouve, en les analysant et en les étudiant historiquement d'un peu plus près, souvent ils ont raison. Ils ont de très bonnes raisons d'être critiques. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Et quand on dit qu'ils étaient très malheureux dans les années 1840, les enfants travaillaient, etc. Mais quelles étaient les situations sociales les plus dramatiques aussi à cette époque-là? C'était les enfants qui travaillaient dans les usines textiles qui étaient au cœur de la révolution industrielle. Bon, après, on ne va pas discuter sans fin de savoir est-ce que c'était bien d'être paysan au XVIIIe siècle. Il y a Emmanuel Leroy-Ladurie je ne vais pas me lancer dans cette discussion, mais je crois qu'il faut éviter le misérabilisme. On est en train d'éditer des autobiographies d'ouvriers anglais qui étaient en voyage en France dans le milieu du XIXe siècle. Quand on lit leur récit de ce qu'était la vie à Paris au milieu des années 1840-50, on n'a pas envie de les considérer comme des pauvres airs misérables. C'était des gens qui connaissaient, je m'intéresse en particulier aux typographes, ils connaissaient 3-4 langues, ils allaient au théâtre tous les 3 jours, ils jouaient au billard, alors, ils travaillaient beaucoup, mais ils passaient moins de temps devant la télé, et quand ils travaillaient de toute façon, quand ils travaillaient de toute façon, ils chantaient, ils discutaient politique, et ils faisaient plein de choses. Parce que la définition même du travail, le sens du travail a changé. Donc quand on compare le travail d'aujourd'hui au travail des années 1830, ça n'a pas le même sens. À l'époque, on pouvait sortir de l'atelier pour aller boire un coup. Parce que la discipline du travail, parce que les logiques de subordination n'étaient pas les mêmes. Donc le problème avec ces comparaisons historiques, c'est qu'on compare toujours des choses qui ne veulent rien dire, en fait, dans des luttes actuelles, quoi. Mais on tend un peu à... En tant qu'historien, c'est ça qui m'ennuie, c'est à avoir une vision misérabiliste de ces Emmanuel Leroy-Ladurie ayant été interpellé avec respect. Hein. Oui. Si vous vouliez intervenir. Enfin, je réfléchis. D'accord. Nous avons quand même un lieu où nous pouvons mesurer l'impact de l'idée de progrès. Nous sommes entrés dans l'année du centenaire de notre suicide européen, qui est la Première Guerre mondiale, qui, si vous feuilletez la presse de l'époque, et il se trouve que je suis l'heureux détenteur de la collection complète de l'illustration, 14 à 19, le mot progrès apparaît à chaque page. Avec, à chaque page également, pour illustrer la notion, l'état d'avancement des recherches sur notre fameux, moi je ne suis pas français, mais enfin notre fameux canon de 75 avec des obus à shrapnel, enfin à dispersion qui allaient zigouiller des tonnes de Bosch. Dans la presse allemande, il y avait la même chose. Et il y a, lorsque vous lisez ça de manière continue, l'impression se dégage que ce ne sont plus du tout des êtres humains qui écrivent cela, qui commandent cela, qui dirigent le théâtre des opérations, mais uniquement des robots qui se disent, à partir du moment où le progrès nous aura permis d'avoir une portée d'1 kilomètre de plus avec notre pièce de 75 que la leur, nous allons gagner la guerre. Et du premier au dernier jour, il en va ainsi. C'est une lecture de fou. C'est de la folie. Et cette folie, c'est ce qui a créé le monde crépusculaire où nous sommes. Parce que la civilisation du progrès, du bon progrès, la civilisation du progrès des sciences, mais également de la morale, du progrès du comportement humain, de la civilité humaine, du civisme, elle s'arrête à 1914. Nous sommes dans une période barbare depuis. C'est tout à fait évident. Jean Carvasdoué. Mais je crois que, vous confondez deux ordres. L'ordre sur lequel vous vous placez, qui est un ordre de la civilisation, est un ordre tout à fait respectable, mais ce n'est pas celui sur lequel je me place. Je dis simplement, le progrès permet de vivre, le progrès scientifique... Attendez. Le progrès scientifique permet de vivre, mais ne dit pas comment vivre. Le progrès libère, mais ne dit pas que faire de la liberté. Le progrès rend la vie confortable, mais ne vous rend pas nécessairement heureux.
Et le progrès, à mon avis, ouvre aujourd'hui des nouveaux espaces qui sont importants. Donc il ne faut pas confondre dans le débat la partie, ce que le progrès nous permet et la manière dont les hommes l'utilisent. Vous dites, et quelquefois à juste titre, et là je vous suis, que les hommes les utilisent mal, mais ce n'est pas une raison pour critiquer la recherche scientifique, la science, etc. Vous critiquez la manière dont on l'utilise collectivement, mais ça c'est un autre sujet qui n'est pas de ma compétence d'ailleurs. Et il y a un moment, vous savez très bien, où l'utilisation collective de la science détermine la manière dont la science va se développer. Parce que les utilisations collectives qui ne sont pas productives, qui ne vont pas dans le sens de la productivité et du profit, eh bien, elles sont éliminées. Vous savez très bien combien la recherche scientifique est infléchie dans ce sens-là. Et d'autre part, si le progrès, ce n'est pas le progrès qui nous permet de vivre, c'est la vie elle-même, monsieur le professeur. À partir du moment où nous sommes nés, vivre plus longtemps. La vie nous vient d'un père et d'une mère, pas du progrès. Si vous croyez que le progrès nous amène la vie, si c'est ce que vous avez dit, le progrès nous permet de tuer beaucoup plus vite. Le progrès nous permet de vivre. Nous vivions 35 ans en moyenne en 1800. Aujourd'hui, à la naissance, on vit 82 ans. Donc le progrès nous permet de vivre. Il ne nous permet pas de naître, mais il nous permet de vivre. Agnès Sinaï. Il ne faut peut-être pas tout mélanger. La science, la recherche fondamentale, le progrès, c'est ce que j'essaie de faire. Okay. Enfin, non, il me semble qu'au contraire, vous amalgamez sans arrêt tous ces concepts et du coup, c'est assez déconcertant. Et en plus, vous faites comme si la technologie était neutre, mais une technique n'est pas neutre. Une technique façonne aussi la forme d'une société. Une automobile façonne entièrement des milliers de mètres carrés d'infrastructures, etc., etc. Donc la technique dans laquelle on baigne n'a rien d'une entité extérieure à notre société, puisqu'elle la façonne. Et c'est ça le problème qui me semble ressortir du discours que vous exprimez. Tout ça est complètement lié, quoi. On va voir d'ailleurs tout de suite l'influence que ce progrès technologique peut avoir sur nos têtes et par la même occasion sur l'avenir de nos enfants. Un dernier mot, Emmanuel Leroy-Ladurie et Jean de Kervasdoué qui doivent nous quitter. Oui. Emmanuel. Je voudrais parler des civilisations de la décroissance et de l'antiprogrès. Je pense à cette période qu'on pourrait appeler l'unification microbienne du monde, qui se situe entre la peste noire, 1348-1347, et la conquête de l'Amérique, disons 1600, où dans un premier temps, la population de la France, l'Hexagone, tombe de 20 millions d'habitants à 9 millions par suite de diverses catastrophes, et pas seulement celle-ci, et dans un deuxième temps, où la population amérindienne est exterminée, non pas du tout comme on le prétend stupidement, par les arquebuses des Espagnols, mais par le contact de populations qui avaient perdu leurs immunités en traversant le détroit de Bering il y a 12 000 ans, avec des gens qui leur apportent toutes les maladies de l'Europe, depuis la rougeole jusqu'à la variole, etc. C'est ce que vous appelez l'unification microbienne. L'unification microbienne du monde. Il y a donc, toutes les périodes ne sont pas de progrès ni de croissance, et pourtant, dans un cas, l'Europe, on a réussi à revenir au fond à une civilisation remarquable, Quattrocento, Renaissance. Dans un autre cas, l'Amérique dépeuplée par nos épidémies, bon, on a fait l'Amérique latine, qui a fini par ne pas être entièrement un désastre, tant s'en faut, mais le progrès est venu par les marges, parfois douteuses, c'est-à-dire les États-Unis. Dernier mot, Jean de Kervasdoué. Oui, je crois que ce que rappelle Leroy-Ladurie, c'est que l'avenir n'est pas écrit. Il semblerait qu'en France, nous fermions les portes de l'avenir. Et moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce progrès, de ce que nous inventerons avec les sciences et les techniques qui arrivent. Alors, le progrès aujourd'hui est-il bon pour la tête? C'est la question que se posent de plus en plus de gens par rapport notamment au temps que nous passons devant des écrans.